19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD, est avec nous bien sûr. Est-ce que vous allez bien Philippe de Villiers? Très très bien. On a une émission passionnante qui nous attend ce soir. Oui. Avec des thèmes, je dirais, qui vont nous plonger dans l'histoire. On parlera dans quelques minutes d'Alain Finkielkraut par exemple. On dit rien, hein, mais on a plein de choses. On parlera d'amour peut-être un peu. Vous êtes romantique? Oui. Et les chants désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Eh bien, on en parlera dans cette émission. Philippe de Villiers, commençons avec la disparition de Robert Badinter. Robert Badinter n'est plus, l'ancien avocat et ministre de la Justice sous François Mitterrand est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans. Emmanuel Macron a annoncé d'ailleurs qu'un hommage national lui sera rendu et il fait de Badinter une figure du XXe siècle. On écoute le président de la République et on en parle juste après. Je veux d'abord avoir une pensée pour son épouse, sa famille. Dire aussi ma peine à titre personnel. Je crois que la nation a perdu à coup sûr un grand homme, un très grand avocat, un très grand garde des Sceaux qui évidemment a conduit pour notre pays l'abolition, mais aussi des réformes importantes du code pénal qui a conduit à transformer au début des années 80 la justice de notre pays. Et puis un président du Conseil constitutionnel qui a eu un rôle essentiel à jouer dans la vie de notre démocratie durant de nombreuses années. C'était aussi pour moi, je dois le dire, un sage au-delà de ses fonctions qui a toujours permis d'éclairer les décisions les plus délicates. Un hommage national lui sera rendu. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous avez bien connu Robert Badinter. Quel souvenir gardez-vous de l'homme? Alors l'homme, d'abord, il était d'un commerce agréable. Moi, j'ai eu l'occasion de parler 2 fois avec lui de manière en tête-à-tête, de manière approfondie. Il respectait les gens qui avaient des convictions, fussent-elles contraires aux siennes. C'était un grand avocat dans la tradition des grands avocats, Maître Isorni, etc., à laquelle se rattache d'ailleurs Dupond-Moretti, l'avocat, le grand avocat, acquittator. Il était un grand juriste, un grand professeur de droit, un fin lettré. C'était un grand pénaliste et qui a été marqué, comme l'avait d'ailleurs confié, par 2 événements dans sa vie. Un, au tout début de sa vie, c'est évidemment la rafle, le départ de son père, les camps, la peste brune. Et puis le second, en 1972, lorsqu'il a échoué devant la cour d'assises pour sauver la tête de 2 criminels, Bontemps, Buffet. Et il en a fait un livre qui s'appelle L'exécution. Et donc, d'où son combat contre la peine de mort. Nous sommes, Philippe de Villiers, le 17 septembre 1981. Robert Badinter monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour l'abolition de la peine de mort, dans un contexte où les Français, sur cette question-là, sont divisés. Écoutez son discours à ce moment-là et on en parle après. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie. Vous avez parlé de l'homme il y a un instant, Philippe de Villiers. Quel souvenir gardez-vous de l'homme politique à présent? Je l'ai combattu en lui disant un jour, vous êtes pour moi l'adversaire de qualité. Parce qu'il était à la bonne hauteur, y compris dans ses erreurs, à la bonne altitude.
Et je l'ai combattu spécialement sur la question de la peine de mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'abolition de la peine de mort pour les coupables, mais il n'y a pas eu l'abolition de la peine de mort pour les innocents. Et quand il dit « il n'y aura plus la justice qui tue », non, il n'y aura plus la justice qui tue, c'est la rue qui tue. En d'autres termes, aujourd'hui, à la suite de cette politique pénale qui a été initiée par Robert Badinter, rendre hommage, c'est rendre hommage dans la vérité. À la suite de cette politique pénale, qu'a renversé le code pénal, non plus pour protéger les victimes, mais pour protéger les coupables, d'une certaine manière, les tortionnaires, les malfrats, les tueurs savent qu'ils ne risquent plus la vie, la mort. En revanche, tous les Français, eux, savent tous les jours qu'ils risquent leur vie, qu'ils risquent la mort, et d'ailleurs, ils s'arment, puisque l'État n'est plus capable de les défendre. Et donc, je trouve que rendre hommage à l'homme, au grand homme qu'il a été, au fin lettré qu'il était, à l'homme élégant qu'il était, c'est dire la vérité au moment de son départ sur la situation de la France qui est en rapport avec les décisions qui ont été prises par François Mitterrand en 1981. Vous avez dit, Philippe de Villiers, que dans la vie de Robert Badinter, il y avait eu deux moments qui ont façonné son combat. Évidemment, la peine de mort, on vient d'en parler, et un peu plus tôt, la Shoah et la déportation. Il y a 83 ans, jour pour jour. D'ailleurs, il y a quelque chose de métaphysique là-dedans. Le 9 février 1941, Robert Badinter assistait à l'arrestation de son père à Lyon, Simon Badinter, déporté sur ordre de Klaus Barbie. Robert Badinter a fait de la lutte contre l'antisémitisme le combat d'une vie, et il nous quitte à un moment à une période où la haine du juif est revenue au premier plan, Philippe de Villiers, au premier plan de la triste actualité. Je pense que c'était pour lui une souffrance d'avoir vécu cette course astrale de l'antisémitisme, d'en avoir été l'observateur et la victime. C'est-à-dire que dans son enfance, il a été confronté à l'antisémitisme de la peste brune. Et voilà que dans ces derniers jours, il est confronté à l'antisémitisme de la peste rouge et verte, l'islamo-gauchisme. Il faut reconnaître à Robert Badinter la cohérence. Il était très hostile au wokisme, il envoyait les ravages, et il y a un point sur lequel je voudrais insister, dont personne ne parle. Un jour, on s'est rencontrés dans le train, et on a parlé. Et c'était en 2000-2001 par là. Et il m'a dit qu'il était furieusement hostile à l'euthanasie, en ajoutant « moi je défends le droit de vivre ». Donc il y a une cohérence chez lui. Et il ne voulait pas qu'on touche au serment d'Hippocrate. Je pense qu'aujourd'hui, s'il avait à s'exprimer, il ne serait pas d'accord avec l'avortement constitutionnel. Voilà. Moi, ce que je dirais simplement, puisque sur tous les plateaux de télévision, c'est un hommage unanime, mais qui n'est pas tout à fait dans la vérité, respecter Robert Badinter, c'est oser dire que on peut avoir sur la question de la peine de mort un point de vue différent. Pourquoi ? Moi, je connais l'œuvre de saint Thomas d'Aquin. Il parle de la légitime défense. Je suis frère de soldat, fils de soldat. Et pour les soldats, on ne tue pas, jamais. On met hors d'état de nuire. C'est une notion très différente. La violence est un péché, un crime. La force est une vertu. Et donc, quand on met hors d'état de nuire des criminels parce qu'on sait qu'ils vont recommencer, on rend service à la société.
Et le rôle d'un ministre, surtout le rôle du garde des Sceaux, c'est de protéger la société. Je le dis pour le garde des Sceaux d'aujourd'hui comme pour le garde des Sceaux d'hier. Il faut aujourd'hui renverser le code pénal. Il faut le retourner, le remettre à l'endroit. Avant, ce qu'on appelait la défense sociale nouvelle, qui a considéré que c'était la société qui était coupable. Voilà. Vous savez, en fait, on est gouverné par des rousseauistes. Vous savez, Rousseau disait l'homme naît bon, mais c'est la société qui le déprave. Conscience, instinct divin, immortel et céleste voix, etc. Non, conscience, non. La conscience personnelle ne suffit pas. Si on veut que la société protège les plus faibles, ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, il faut un code pénal qui donne clairement la direction, la protection des victimes, la protection des innocents. Dans l'actualité, Philippe de Villiers, cette semaine, il y a eu l'hommage aux 42 victimes françaises du 7 octobre par les terroristes du Hamas. Rappelons que 3 de nos concitoyens sont toujours portés disparus ou faits prisonniers. Avant de revenir sur le discours du président de la République, parlons du lieu où s'est tenu l'hommage, ô combien symbolique, aux Invalides. Pourquoi les Invalides, Philippe de Villiers ? Je crois que c'est une bonne idée. Les Invalides, la Cour des Invalides, elle a quelque chose de grandiose, de hiératique dans son classicisme et en même temps de l'intime. Et quand on entend le tambour millénaire résonner, un seul tambour suffit à mettre en branle l'imaginaire. Et l'imaginaire nous conduit à celui qui a créé l'Hôtel des Invalides. C'est Louis XIV. Et pourquoi il a créé l'Hôtel des Invalides ? C'est fascinant. Parce qu'il voulait que ces soldats, en particulier blessés, estropiés, qui s'étaient battus pour la France, aient un palais. Et il voulait que l'Hôtel des Invalides soit un hospice palatial qui fût le plus beau palais du royaume. Et c'est pour ça qu'il a choisi Ardouin-Mansart. Et moi, je pensais en regardant les images de cette belle cérémonie émouvante qu'une nation qui choisit pour la vieillesse de ses armées des palais est une nation qui porte la puissance du glaive et en même temps le sceptre des arts. Le discours à présent d'Emmanuel Macron, et plus précisément lorsque le chef de l'État a parlé de toute une France qui était endeuillée le 7 octobre. On écoute. Il était 6 heures et le Hamas lança par surprise l'attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. Geoffroy Lejeune. Est-ce que ce chiffre, 68 millions de Français, vous a fait sursauter ? Est-ce qu'il est faux ? Il est faux. C'est dommage parce qu'il y avait un certain lyrisme dans son discours qui a touché les familles. Et vous voyez, le temps que je mets à vous répondre, c'est parce que j'hésite, parce que c'est d'abord une cérémonie pour les familles. Mais on peut faire quand même quelques réflexions. 68 millions, à l'unisson, non, c'est faux. C'est faux parce que, hélas, à cause des gouvernements successifs, depuis 40 ans, depuis 50 ans, on a une contre-société par rapport à la société. C'est-à-dire qu'on a deux sociétés, côte à côte, qui ne se réjouissent pas en même temps, qui ne rient pas en même temps, qui ne pleurent pas en même temps, qui n'ont pas les mêmes morts, qui n'ont pas les mêmes souffrances, qui n'ont pas le même imaginaire, qui ne vibrent pas en même temps. Comme s'il y avait deux nations dans la même. Et donc, elle est là, l'urgence. Et pourquoi la cacher ? Moi, ce qui m'a frappé dans son discours, c'est qu'il manquait le mot France et le mot Israël. L'État d'Israël, la France. Il parle des 68 millions de Français. Il y a aussi la France. Et il a manqué un autre mot. Il a parlé de la barbarie.
Pourquoi il n'a pas dit islamiste? Alors bon, j'en ai parlé avec William Golnadel, mon ami William Golnadel, qui m'a dit oui, mais il a parlé du Hamas, c'est vrai. Mais bon, ça aurait pu être plus net. Cela dit, moi ce que je retiens, c'est que c'était une cérémonie aux Invalides, qui était solennelle, qui était belle, qui était sobre. Et pour les familles, c'était capital, même si c'est venu tard. Il y a eu la cérémonie, dont acte. Ils n'étaient pas les bienvenus, Philippe de Villiers, mais ont tout de même assisté à l'hommage. Je parle de la France insoumise. Une nouvelle séquence, là aussi extrêmement forte, lorsque le député LFI Aymeric Caron arrive aux Invalides sous les huées du public. Nous sommes ici pour rendre hommage aux victimes françaises des attaques terroristes du 7 octobre. Ce n'est pas le lieu de déclencher des polémiques, de demander des explications. Et en ce qui me concerne, j'invite tous celles et tous ceux qui considéreraient que je n'ai pas place ici à réentendre tout ce que j'ai pu déclarer depuis le 7 octobre. Hué à l'extérieur, interpellé à l'intérieur des Invalides, le député Meyer Habib d'ailleurs sermonne Manuel Bompard, lui rappelant qu'il n'avait aucune dignité car les familles ne voulaient pas de la France insoumise. Manuel Bompard qui embrassera juste après Jordan Bardella. Philippe de Villiers, n'est-ce pas un symbole lorsque Meyer Habib, député, rappelons-le, franco-israélien, réprimande pour sa présence la France insoumise et accueille chaleureusement Jordan Bardella du Rassemblement national? Ben oui, comme on dit au rugby, la mêlée a tourné. C'est vraiment une image qui parle et qui est très éloquente. Je vais vous dire, quand je vois Aymeric Caron, vous savez à quoi je pense? Non. À Jean-Paul Sartre, qui se vante d'être allé pisser sur la tombe de Chateaubriand à Saint-Malo. Ou encore de Jonathan, qui avait versé des larmes de crocodile devant toutes les télévisions. Jonathan Daval. Voilà. Après avoir tué sa femme. Vous voyez, c'est au-delà de supportable. J'irai cracher sur votre tombe. Voilà. Si je peux me permettre, personne n'a réussi à répondre à la question « Pourquoi sont-ils venus » Est-ce que vous avez une explication? Oui, il y a une explication. Ouais. C'est pas l'indécence, c'est pire, c'est le cynisme. En fait, ils ont deux électorats, c'est tout bête, et ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre l'ancien électorat. L'ancien électorat, c'est l'ancienne gauche des vieux blancs. Pour parler comme pour les petits blancs. Il y a les vieux blancs de la gauche socialiste mitterrandienne qui étaient encore là. Bon. Et ils sont en train de se carapater. Voilà. Donc en fait, c'est un ajustement. Il y a un petit côté attrape-tout chez Mélenchon. On attrape les nouveaux électeurs, Terra Nova, mais on ne veut pas perdre quand même les anciens, les très anciens. Parce que c'est quand même le fond de commerce électoral. Voilà pourquoi ils ont fait ça. C'est encore plus misérable qu'on ne peut l'imaginer. Philippe de Villiers, parlons de l'actualité judiciaire à présent, liée à un homme politique, François Bayrou. Le parquet a décidé de faire appel de sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires européens. On repart donc pour un round judiciaire. Le bras de fer dure, rappelons-le, depuis 7 ans. Je vous propose d'écouter François Bayrou. C'était au sortir de cette décision de relaxe mardi. Pour moi, évidemment, c'est un cauchemar de cette année. Qui vient de s'achever par une décision sans contestation du tribunal. Je pense au gâchis financier, qui est très important, et je pense au gâchis humain. Et de tout cela, évidemment, la décision du tribunal donne une lecture qui est une négation d'accusations qui durent depuis des années et des années. Geoffroy Lejeune. On a un peu de mémoire avec Elliot et on en a parlé cette semaine. Au moment où le procès a débuté, vous nous avez dit ici sur ce plateau, je ne veux même pas commenter ces histoires, c'est la guerre entre les politiques et les juges, il sera relaxé. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette relaxe et de l'appel du parquet? Il n'y a aucun enrichissement personnel, je le souligne. Je connais bien François Bayrou. On n'a pas toujours été d'accord, notamment sur la question européenne, mais c'est un homme honnête. Bon. Je vais vous dire ce que je pense. Je repense à Richelieu, en cet instant. Richelieu qui disait à Louis XIII, « Sire,
laisser dormir la grosse bête. C'est le Parlement des juges, la grosse bête. Il ne faut pas les réveiller. Il ne faut réveiller ni la toge ni l'hermine. Sous-entendu, laissons-les là où ils sont, sinon ils vont prendre le pouvoir. Et j'ajouterais le mot de Montesquieu, les juges ne sont que la bouche de la loi. Ce n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Eh bien, c'est fini. Ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir, il suffit de regarder les derniers événements. Le Conseil constitutionnel se permet de vider une loi sur l'immigration de tout son contenu. Les juges, la loi. Le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme nous forcent à rapatrier un Ouzbek, un terroriste, apprenti terroriste. Les juges. Le parquet national financier cherche à se faire des politiques. C'est la chasse à l'homme. Et en plus, maintenant, il est relaxé, François Bayrou, mais il y a un appel du parquet. Bon. Alors, les juges ont pris le pouvoir. Alors, ils ont pris le pouvoir à Bruxelles, sous l'impulsion de Robert Lecour. Vous ne connaissez peut-être pas ce nom long, mais c'est l'ancien président de la Cour de justice qui a eu ce mot. Pour exhorter les juges à prendre le pouvoir, il a dit qu'il faut que la jurisprudence serve à quelque chose. C'est quoi la jurisprudence? Le droit est porteur de charges dynamiques à effet différé. Oh, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Donc ils ont pris le pouvoir, c'est-à-dire qu'il a invité les juges européens à devenir des cours suprêmes et le pouvoir a été pris par le Conseil d'État, par les cours suprêmes chez nous, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, dans les conditions que vous voyez. Si le pouvoir politique ne s'impose pas par rapport à cet état de droit, tout ira de mal en pis parce que le pouvoir n'a plus le pouvoir. Plutôt que l'état de droit, il faut le droit de l'État. Parce que le droit de l'État, c'est le droit de l'État de protéger les citoyens. La publicité, on revient dans un instant. Vous avez parlé de chasse à l'homme, Philippe de Villiers. On reviendra sur cette expression dans un instant, après la publicité. À tout de suite. De retour sur CNews pour la suite de Face à Philippe de Villiers et Geoffroy Lejeune. Juste avant la publicité, Philippe, vous avez employé une expression, la chasse aux sorcières, lorsqu'on revenait sur ces bras de fer entre la justice et les hommes politiques. Il s'avère que le 9 février est une date symbolique, puisque c'est l'anniversaire du McCarthyisme. 9 février 1950, un sénateur américain, Joseph McCarthy, brandit une liste de noms de fonctionnaires les présentant comme des communistes notoires. Se lance en pleine guerre froide, la fameuse chasse aux sorcières aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, Philippe, c'est de savoir si 74 ans plus tard, on est face à une nouvelle forme de McCarthyisme et de chasse aux sorcières. Alors, la première, elle venait de la droite, la deuxième, elle vient de la gauche. Mais en fait, le McCarthy, c'est donc 1950. Moi, ma vie aura été bercée, si l'on peut dire, par 3 religions laïques qui venaient toutes du côté de la gauche totalitaire. Donc la première religion, c'était le stalinisme, auquel s'opposait le maccarthisme, qui voyait des communistes partout. Mais en réalité, les communistes, il y en avait quand même pas mal. Tout le milieu intellectuel était stalinien. Je me souviens d'une conversation avec Yves Montand au Puy du Fou, où il m'a dit, moi j'étais trop longtemps stalinien. On ne voulait pas voir ce qu'on voyait. Et le 5 mars 1953, il y a eu la mort de Staline, il y a eu une minute de silence. Le président Édouard Herriot a fait taire toute l'Assemblée, et il n'y a que 2 députés qui ont refusé de se lever. Voilà. Donc ça, c'est le stalinisme, c'est-à-dire qu'il y avait le camp du bien, le camp du mal. Le camp du mal, c'était l'Occident, et le camp du bien, c'était Staline à l'époque. Donc c'était géographique. Après, la géographie s'est déplacée. Deuxième glaciation que j'ai connue, deuxième glaciation intellectuelle et politique, le maoïsme, où là s'ajoutait un élément religieux, l'homme générique avec Mao, la révolution culturelle. Tous les intellectuels étaient maoïstes. Voilà, c'était la nouvelle terre de promission.
c'était toujours géographique. Il y avait le camp du bien, le camp du mal. Et puis est arrivé, là, sur le tard, le wokisme, la religion wokiste. C'est une religion, sauf qu'il n'y a plus de terre de promission, il n'y a plus de grand soir. Et là, c'est plus horizontal, c'est vertical. Il y a les opprimés, les oppresseurs. Les oppresseurs sont caractérisés par le sexe, la race. En fait, c'est l'Occident, coupable d'esclavagisme, de colonialisme, de racisme systémique, le privilège blanc. Et cette religion, elle est en train de tout emporter aux États-Unis, jusqu'à la Constitution de 1787, les pères fondateurs, et elle débarque depuis quelque temps en Europe. Elle arrive en France, notamment à l'école avec les drag queens, etc. On va y faire face, il faudra y faire face, mais cette nouvelle religion, elle peut tout emporter, hélas. Philippe de Villiers, parlons à présent de l'actualité politique, de la suite du remaniement. Alors, pour être très honnête, j'ai pas tout compris. Un mois et puis s'en va pour Amélie Oudéa-Castéra, qui quitte le ministère de l'Éducation nationale, remplacée par l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet. En 1 an et demi, elle devient la 4e ministre de l'Éducation nationale. Il s'avère que Nicole Belloubet ne partageait pas forcément les positions d'un Gabriel Attal concernant le port de la blouse, par exemple, sortir du cadre rigide du cours magistral, laisser du temps de l'autonomie aux jeunes, ménager le droit à l'erreur dans le processus d'apprentissage. Voilà ce qu'elle a pu dire. Moderniser les supports en considérant les possibilités offertes par le numérique au prisme de leur intérêt pédagogique. Les fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse. Nicole Belloubet, Philippe de Villiers, est-elle plus proche de Pape Ndiaye ou de Gabriel Attal ? Non, c'est la réponse est dans la question. Je retiendrai simplement une chose que peut-être les Français qui nous regardent ont oublié. Pendant le Covid, on enferme tous les Français. Et pendant qu'on enferme tous les Français, elle les gardes des Sceaux, elle libère 12 000 prisonniers. Et le taux de la criminalité, Eugénie Bastier le rappelait ce matin, je crois, a bondi dans des proportions considérables. Voilà. Elle est contre l'autorité, elle est contre l'uniforme et elle est contre les cours magistraux. Donc on est mal barré, vous voyez. Et quand j'étais petit, il y avait le Préveil, et au Préveil, il y avait le manège, et on attendait, puis on montait sur les chevaux de bois, et comme moi j'avais le bras long, à l'époque, je décrochais plus facilement que les autres pour avoir un tour gratuit, le polichinelle. Là, on a décroché le polichinelle Pape Ndiaye avec Belloubet. Puisqu'on parle de l'éducation nationale, Philippe de Villiers, je vous propose une réflexion d'Alain Finkielkraut. C'était dimanche dernier sur les antennes de CNews avec Sonia Mabrouk et Mathieu Bock-Côté. Écoutez le philosophe. Vous savez comment s'appelait le ministère de l'Éducation nationale, il y a longtemps déjà, ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Moi, j'aimerais bien un ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. C'est quand même mieux qu'un ministère de l'Éducation nationale et des Jeux Olympiques. Hein. Donc, et quand le ministère de l'Instruction publique a changé de nom pour être ministère de l'Éducation nationale, il avait en charge les Beaux-Arts, la rue de Valois. Et Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, avait dans son bureau, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire de la gauche, des tableaux magnifiques de Bonnard. Parce qu'il adorait ce peintre. Mais c'est à cet état d'esprit-là que j'aimerais que l'on revienne. Geoffroy Lejeune. Est-ce que l'ancien secrétaire d'État à la culture que vous êtes, Philippe, est lui aussi nostalgique du ministère de l'Instruction et des Beaux-Arts ? Oui. Et je vais vous faire une confidence. Quand je suis arrivé au ministère, mon livre de chevet, c'était La défaite de la pensée, d'Alain Finkielkraut. Et je me souviens que dans ce livre, il confesse sa crainte du face-à-face. Je cite, du face-à-face terrible et dérisoire du fanatique et du zombie. On y est. En fait, il s'est élevé le premier parce que c'est un visionnaire, Alain Finkielkraut. C'est un écorchéviste qui porte les souffrances du monde, parce que c'est un homme sincère d'une grande profondeur. Et c'est un visionnaire, lucide. Il a été le premier à dire non au circus langue, le tout culturel.
et non au apprendre à apprendre, le slogan apprendre à apprendre, où on finit par désapprendre de ce qu'on a appris. En fait, le tout culturel, c'est le passage du chef-d'œuvre au témoignage, de l'esthétique à l'anthropologie, alors que le mot culture devrait être réservé à toutes les manifestations de l'esprit portées par un sens et pétries d'une intention esthétique. Le fait de réunir l'instruction publique et les beaux-arts dans le même ministère, ça répond à un défi de notre temps. Quel est le défi de notre temps? Si la culture, c'est l'esprit de finesse des sociétés, alors il est urgent de retrouver le goût français. Et la réunion de la culture et de l'école dans le même ministère permettrait de refaire un peuple amateur d'art, un peuple amoureux, un peuple qui retrouve le goût français. Comment? Par l'éducation artistique à l'école, comme l'ont fait certains pays. Comment? Par l'éducation artistique. Eh bien, en retrouvant la fibre de Jules Ferry, c'est-à-dire en faisant pour les disciplines de la sensibilité ce que Jules Ferry a fait pour les disciplines de la connaissance, c'est-à-dire l'enseignement d'histoire de l'art pour que les enfants s'éveillent à la sédimentation historique, l'apprentissage d'une discipline pour qu'ils s'éveillent à l'émotion artistique et enfin la fréquentation des chefs-d'œuvre pour qu'ils s'éveillent à l'idée du discernement. La culture, c'est la hiérarchie des valeurs distinctives. Espérons que ça arrive aux oreilles de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Parlons à présent d'une actualité bien plus lourde et revenons ensemble sur l'attaque au couteau gare de Lyon samedi dernier. Une information judiciaire pour tentative d'assassinat aggravée a été ouverte cette semaine. Le suspect est un Malien de 32 ans, arrivé en Italie en 2016. Et très rapidement, Philippe de Villiers, son déséquilibre mental a été mis en avant par de nombreux médias. Et très peu ont relayé ces vidéos qu'il postait avant l'attaque sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, dans lesquelles il faisait de la France l'ennemi de l'Afrique. On réécoute son discours et on en parle juste après. Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. Car c'est les Français qui m'ont privé mon droit de vivre. C'est les Français qui m'ont ôté ma dignité. C'est les Français qui ont volé mes biens. C'est les Français qui ont pillé de A à Z tout mon pays, tout mon continent. C'est les Français qui ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage. Est-ce que cette attaque à la gare de Lyon, c'est un fait divers ou est-ce que c'est le premier attentat décolonial? C'est un cas d'école. On y trouve les trois éléments du cas d'école. Le premier élément, c'est évidemment les problèmes psychiques. Vous savez que dans les pays communistes, je parlais de Staline tout à l'heure, avec Staline, Solzhenitsyn m'a raconté, les dissidents étaient considérés comme fous. On a dit Solzhenitsyn est fou. En d'autres termes, dans les régimes totalitaires, la folie est une charge accusatoire. Et dans le régime que Mathieu Bocoté a appelé génialement le laboratoire du paradis diversitaire, la folie est une excuse absolutoire. Donc, vous voyez, la psychiatrisation va dans le sens inverse. Et pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que si le criminel est fou, il est seul. S'il est fou, c'est pas un problème idéologique. S'il est fou, ça n'a aucun lien avec l'immigration de masse. S'il est fou, c'est un fait divers. Voilà. Et donc, la psychiatrisation du crime, c'est le biais qu'a trouvé le cercle de la raison pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Alors après, deuxième élément, Schengen, on y est, voilà. Vous avez voulu Schengen, ben vous avez Schengen, il n'y a plus de frontières, voilà.
Vous vous rendez compte que j'ai relu un papier dans lequel il est dit « La fin des frontières sera un levier d'Archimède pour la sécurité des Français ». Ils se foutent de notre gueule. Et puis troisièmement, c'est le discours. Vous vous rendez compte que le discours, il a fallu les réseaux sociaux pour qu'on sorte le discours. Sur TikTok, il a 48 000, followers. Vous le dites bien. Je suis jeune. Et alors, alors là, il y a les éléments, les ingrédients du francocide, la haine de la France, le racisme anti-blanc et le panafricanisme décolonial. Voilà. Donc, voilà, on est devant un cas d'école. Et que fait la justice et que font nos gouvernants? Rien. Rien. En espérant, et la presse. Ah non, c'est un fait divers. Donc j'ai répondu à votre question. Ça n'est pas un fait divers, c'est évidemment un fait de société. Philippe de Villiers, vous en avez parlé, mais à travers cette nouvelle attaque, il y a la question de nos frontières. Comment un homme aussi dangereux peut-il venir sur notre sol comme une personne lambda, comme vous et moi? L'espace Schengen a été l'un de vos nombreux combats. Vous avez alerté sur ces dangers. Et un face à Philippe de Villiers sans archives n'est pas vraiment un Philippe de Villiers, bien une émission. C'est pour ça qu'on va se replonger sur l'un de vos débats. C'était en 1995. Vous étiez face à l'ancien président du mouvement des radicaux de gauche, Jean-François Horry. Écoutez, c'était en 1995. Donc dans la nuit du 25 au 26 mars, nos gouvernants vont, soutenus en cela par beaucoup de gens, hélas, vont démanteler tous nos postes frontières, toutes nos frontières terrestres. Moi, je dis que c'est de la folie. J'ai ici les rapports de la douane, les rapports du commissaire Broussard sur l'immigration clandestine. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Europe, je ne veux pas que la France devienne la plaque tournante de la drogue, et notamment du cannabis, puisque aux Pays-Bas, le cannabis est une culture nationale. Attendez. Deuxièmement, je ne veux pas que la France devienne la plaque tournante du trafic du plutonium. Je ne veux pas que la France devienne la plaque tournante du terrorisme. Vous imaginez, quand on va supprimer nos frontières, que nos frontières sud seront gardées par le sud du Portugal et le sud de l'Espagne. Quand on voit ce qui se passe à l'occasion de l'avenue en France de Salman Rushdie, quand on voit ce qui se passe en France avec le terrorisme, c'est une folie. Le terrorisme prospère sur le terreau de l'immigration clandestine. Le terrorisme islamique, c'est un des dangers devant lequel nous sommes. J'ai ici un chiffre pour revenir au problème des saisies de drogue. Attendez, sur les saisies de drogue, monsieur Horry, vous nous parlez de l'immigration, 80%. Vous ne nous parlez pas de Schengen, ni du terrorisme. Vous voulez nous parler de l'immigration et de l'immigration musulmane, arabe et africaine. Voilà de quoi vous voulez parler, parce que vous voulez flatter certaines peurs que vous avez contribué à créer dans l'opinion. Sans commentaire. Vous avez voulu flatter certaines peurs, Philippe de Villiers. Le seul commentaire qu'on pourrait faire, c'est où est donc cette classe politique qui s'est trompée pendant 40 ans et qui est encore sur le forum. Dans l'actualité également, cette semaine, très rapidement, Philippe de Villiers, on a parlé de la parentalité en politique, après une sortie polémique de Guillaume Pelletier au micro de Sonia Mabrouk, qui a dit ne pas supporter voir des hauts responsables qui sont sans enfants, citant Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy ou encore Gabriel Attal. Ce que je vous propose, c'est qu'on, comme à chaque fois, on prenne un peu de hauteur, qu'on mette de côté la sortie de Guillaume Pelletier pour parler du fond. Et le fond, c'est de savoir si on peut être un bon homme politique, un bon politique, sans avoir d'enfants. Alors, moi j'ai connu des politiques qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient célibataires. Par exemple, Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur en mai 68, qui était mon voisin, président du Conseil général du Morbihan, qui était un homme remarquable, qui a donné toute sa vie pour l'État, pour la France. Mais j'ajoute que le fait d'avoir des enfants, c'est un plus. Pourquoi ? Parce que ça permet de se projeter, tout simplement. Et si on réfléchit bien, jadis, que ce soit sous la forme impériale ou royale, il y avait le souverain. Et si le souverain n'avait pas d'enfants, c'était un drame. Quand la reine de France n'avait pas d'enfants, on priait.
Et Louis XIII a fait le vœu de Louis XIII pour avoir un enfant. Et l'enfant est né le 5 septembre 1638, ça a été la liesse. Il s'appelait Louis Dieudonné, le futur Louis XIV. Maintenant, la souveraineté a changé de main. Mais le problème est le même. Avant, c'était le souverain. Si le souverain n'avait pas d'enfant, c'était un drame. Il fallait la postérité pour avoir la prospérité. Maintenant, le souverain, c'est nous, tous. Mais si le souverain n'a pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? C'est le vide. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Donc je suis étonné qu'il y ait une telle polémique sur un propos de bon sens tenu par Guillaume Pelletier. Il est important que le souverain ait des enfants. Et j'ajoute ceci, si on réfléchit bien. Finalement, l'enfant, c'est la seule réponse non métaphysique que l'homme ait trouvée pour s'opposer à la mort. Il nous reste exactement 2 minutes 50, Philippe de Villiers. Et parfois on a un temps d'avance, vous savez, enfin vous avez un temps d'avance. Et donc la semaine prochaine, il y a le 14 février. Le 14 février, vous savez, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez un souvenir, Philippe de Villiers, d'une Saint-Valentin? Oui, c'est vraiment une coïncidence, mais le 14 février 2007, c'est la sortie de La Môme pour la Saint-Valentin. Je me précipite pour aller voir ce film qui, en fait, raconte l'histoire déchirante d'une chanson mythique. Cette chanson mythique, en fait, elle illustre l'aveu poignant de Madame de Staël qui court après l'empereur, qui n'arrivera pas à le retenir, et qui dit ceci, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. La gloire, ils l'ont tous les deux. Elle, Édith, sur la scène, avec cette voix qui est comme un long sanglot qui aurait ses pudeurs. Et lui, sur le ring, où il a gagné son titre de champion du monde des poids moyens, on dit de lui qu'il a des mains d'argile. La gloire, c'est l'Amérique, en ce temps-là. C'est l'Amérique qui adoube les champions et les artistes. La gloire, ils sont allés la chercher en Amérique. Elle triomphe à New York et lui est allé chercher son titre, ses galons, en Amérique. Il s'apprête à la rejoindre, elle le réclame. Elle est elle-même réclamée par le public new-yorkais tous les soirs parce qu'elle a une nouvelle chanson qu'elle a écrite pour lui. Cette chanson, c'est un tressaillement brûlant de lave incandescente. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs et que je suis loin de toi, peu m'importe si tu m'aimes. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi aussi, je mourrai près de toi. L'histoire de cette chanson est incroyable puisque le lendemain du triomphe de New York, elle appelle Marcel Cerdan et elle lui dit « Viens ». Elle est consumée par le feu de l'impatience. Et il dit « Je prends le bateau ». Non, pas le bateau, l'avion. Il n'y a plus de place. Il y a un couple qui se désiste. Il monte à bord et une fois qu'il est à bord, l'avion va se cracher. Elle est anéantie. En fait, les paroles de la chanson se réalisent. C'est une résonance tragique. Elle ne se remettra jamais et elle finira par quelques mots d'une chanson qui sont les mots d'une chanson magnifique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Merci Philippe de Villiers.